Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale et vespérale dont voici sans plus tarder les principaux points de mur. L'Ordre des médecins a un nouveau comité directeur. Il sera dorénavant dirigé par le docteur Nswadi Fouene. Il a été élu au terme du congrès des médecins tenu à Kinshasa. Le nouveau président a promis de travailler et d'arrache-pied pour résoudre les maux qui rongent cette corporation. Pendant ce temps, la RDC se prépare à célébrer avec faste le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale et internationale. Pour l'instant, l'heure est au bilan. Certains Quinois interrogés déplorent la régression du pays et dans certains domaines clés de la vie, à l'instar de l'enseignement et l'accès aux soins de santé. D'autres, par contre, saluent les efforts de modernisation du pays. Et puis en sport, football, première journée de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique. Le tout-puissant Mazembe, dans son entre des Kamalondo, a été tenu en échec par Al Hilal du Soudan. Score du match 0 but partout. Voilà tout pour les sommaires. Je le disais à l'instant, le Conseil national de l'ordre des médecins de la RDC sera désormais dirigé par le docteur Nswadi Fouene. Ce chirurgien des cliniques universitaires de Kinshasa a été élu à l'issue du 5e congrès ordinaire de l'ordre des médecins qui s'est clôturé samedi à 22h. Retour sur une élection dont le suspense aura duré toute la soirée avec Neftali Bouamoutala Ouseni. Bienvenue Magambo dans un commentaire de Patrick Mpezo Zanit. Prévu pour se clôturer à 16h, le 5e congrès ordinaire de l'ordre des médecins s'est terminé à 22h. Et c'est l'élection du nouveau bureau du Conseil national de l'ordre qui a tiré en longueur. Durant toute la soirée, les médecins ayant le droit de vote se sont enfermés dans la grande salle des Sultani Hôtel, tels des cardinaux dans la chapelle Sixtine pour l'élection du souverain pontife. Pendant ce temps, journalistes et autres congressistes attendaient la fumée blanche dans le hall de l'hôtel. Le suspense a duré des heures jusqu'à ce que l'Avemous Papam soit dit à 22h15 par un vieux médecin, président de la commission électorale du Congrès. Docteur Nswadi Fouene, chirurgien aux cliniques universitaires de Kinshasa, c'est lui qui présidera le bureau du Conseil national de l'ordre des médecins de la République démocratique du Congo. Il a un mandat de 5 ans. C'est un jour mémorable. Mémorable d'abord pour notre modeste personne, moi personnellement et le bureau qui va nous accompagner. Nous voulons remercier ici, premièrement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, qui a patronné ces assises et qui a fait que ces assises se déroulent. Tout ce qui va être fait le sera selon votre volonté. Les volontés qui sont touchées, comme nous l'avons dit lors de notre speech d'avant les élections, les volontés touchées dans nos résolutions. Ce sera notre fait de route. Le nouveau président du CNOM sera assisté de Liaki Amboka au poste de vice-président. Au secrétariat général, il y aura le docteur Chitenga Kabengele qui aura comme adjoint le docteur Jacquin Singa. À la trésorerie, le docteur Wivin Mbwebwe. Le bureau Nsadi succède ainsi au bureau dirigé pendant 7 ans par le docteur Mbutuku Mbambili. On va rester dans ces registres. Les médecins ont attendu ce nouveau bureau pendant 7 ans. Nswadi Fouene et son équipe vont donc s'employer à résoudre tous les problèmes qui se posent avec autant d'acuité au sein de l'ordre des médecins en mettant en pratique les résolutions du congrès qui, selon eux, s'est bien déroulé. Ils sont au micro de Neftali Bouamoutala Ouseni et bienvenue Magambo. Je viens de la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu. Donc je fais partie de la délégation de l'ordre des médecins au niveau du Sud Kivu. Oui, ce 5e congrès, franchement, nous jugeons que le déroulement a été bon, en ce sens qu'il y a plusieurs points qui ont été inscrits à l'ordre du jour et qui ont trouvé satisfaction. Oui, normalement, comme je le disais, nous attendons de ce bureau, franchement, de mettre en application les recommandations qui ont été formulées au courant de ces 3 jours que nous venons de faire ici à Kinshasa, notamment l'amélioration de la qualité de prise en charge de nos malades dans les structures sanitaires, en améliorant toutes les conditions, donc les conditions au niveau du médecin, mais aussi les conditions au niveau des structures sanitaires. Je suis membre du comité organisateur. On attend du bureau que, puisque le Congrès a adopté un certain nombre de résolutions, ces résolutions constituent en quelque sorte le plan d'action du nouveau Conseil de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins qui va
commencer son mandat aujourd'hui. Nous attendons d'abord une chose, que toutes les résolutions qui ont été prises au cours de ces assises, n'est-ce pas, soient effectivement respectées, soient effectivement, n'est-ce pas, réalisées. Voilà. Et ce sera ça qui sera le bilan du bureau entrant. Nous attendons que le bureau d'abord soit soudé, qu'il travaille pour l'honneur et la dignité des médecins, tout en se penchant sur l'intérêt des malades aussi. Qu'il y ait une bonne relation entre le bureau national et tous les bureaux provinciaux qui travaillent en étroite collaboration, qu'il y ait transparence dans la gestion et dans la gestion quotidienne des affaires des médecins et des malades que nous prenons en charge. Les travaux se sont déroulés dans un climat calme et apaisé, mais l'essentiel de ces travaux, c'était juste sur la prise en charge médico-sanitaire de la population de la République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans notre secteur, dans le ministère de la Santé, et que dès que le comité se mettra au travail, nous pensons que dans un bref délai, certains problèmes pourront déjà trouver la solution. Pour être plus complet sur ces registres, retenez que plusieurs résolutions ont été prises à l'issue du 5e congrès ordinaire de l'Ordre des médecins de la RDC. Ces résolutions concernent aussi bien l'exercice de la médecine que la formation universitaire des médecins. Je vous propose de suivre quelques-unes de ces résolutions lues par le docteur Yolande Kapena. Du système de santé. Collaborer avec le ministère de la Santé publique en vue d'éviter le détournement par les médecins des équipements et des malades au bénéfice personnel. Impliquer l'ordre des médecins dans les démarches d'ouverture, de formation sanitaire et dans les états de lieux d'évaluation des plateaux techniques. Du point 2 de la formation de médecins, de la deuxième commission. Une bonne formation de médecins, selon les normes validées internationalement aujourd'hui, doit passer par une disponibilité des infrastructures, les laboratoires et les bibliothèques, des programmes de cours à jour, des enseignants qualifiés et enfin des apprenants au centre de préoccupation. Le constat général est qu'à la suite de l'essaimage des facultés de médecine, 47 dans le pays, la plupart de celles qui ont l'autorisation de fonctionner ne remplissent pas les conditions minimales requises pour former des médecins de manière efficiente. En conséquence, la compétence de beaucoup de médecins actuellement diplômés est sujette à caution. Le Congrès adopte les résolutions suivantes. Obtenir des décideurs une procédure spéciale pour l'ouverture d'une faculté de médecine requérant un avis de l'ordre de médecins et obtenir la fermeture des facultés de médecine non viables. Nécessité d'organiser un concours national avant l'obtention de l'accréditation de l'ordre. Inclure les aspects relatifs à la morale, l'éthique et la bioéthique dans le cours de déontologie médicale. Renforcer les critères d'admission à la faculté de médecine, filière suivie au secondaire, test d'admission écrit et oral et réorientation. Éducation à présent, désormais, le ministère de l'enseignement technique et professionnel va fonctionner avec un secrétariat général et une inspection générale. C'est ce qu'on peut retenir de l'atelier de validation des cadres et structures organiques du ministère de l'ETP, atelier dont la clôture est intervenue le samedi au centre interdiocésain ici à Kinshasa, un véritable motif de satisfaction pour le ministre Jean Nengwangwa. Reportage et commentaire Patrick Mpezo-Zanetti. Monsieur le ministre de l'enseignement technique et professionnel de l'enseignement. Les cadres et structures organiques du ministère de l'enseignement technique et professionnel ont été validés au cours de cet atelier. Ainsi, en attendant l'agrément des cadres standards par le ministère de la fonction publique, le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel va fonctionner avec, au secrétariat général, 5 directions au niveau central. À l'inspection générale aussi, on aura 5 directions spécifiques. C'est la victoire
parce que j'ai eu affaire à des résistances, tout ce que vous avez connu, vous êtes des journalistes, vous savez ce qui s'est passé au sein de mon ministère. Mais aujourd'hui, vraiment que les choses sont pratiquement remises sur le rail. Je suis très content, très content, et j'espère qu'avec cette étape que nous venons de franchir, ceux-là qui hier voyaient que ce ministère vit dans l'anonymat seront surpris de voir de quoi nous sommes capables. Je crois d'ici début, quand nous serons de retour de Matadi, je crois que c'est la première chose sur laquelle je vais m'atteler. Pour Jean Ngbangba, la matérialisation d'une classe moyenne dans les institutions de formation technique et professionnelle est le gage de la croissance et du développement de la République démocratique du Congo. Je le disais au sommaire, le décor est déjà planté pour la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. L'événement aura lieu à Matadi dans le Congo central, mais pour l'instant, le retour bilan, la population déplore la régression du pays dans certains domaines de la vie nationale en ce qui concerne l'enseignement, le social et l'accès aux soins de santé. D'autres, par contre, saluent les efforts de modernisation du pays. Leurs propos ont été recueillis par Moussa Chirala et Ben Monto. Comme en 1960 yo ozalaki na ntango wana obandaki kosala nini mpe ezalaki ndenge nini na ntango wana? Na 1960 nazalaki na 15 ntango tozwi indépendance na 1960 le 30 juillet 1960 nazalaki na 15 ntango wana nazala nano kotanga na école moyenne na Kisangani. Oui, par rapport à ntango wana na lelo oyo 55 ans après, nini omoni est changé depuis 1960 jusqu'à maintenant 2015. Nous allons totaliser 55 ans d'indépendance. Il y a vraiment un grand changement. Que moi je peux appeler changement parce que le président actuel, Joseph Kabila Kabange, il a beaucoup travaillé pour les changements de la République démocratique du Congo. Nous le félicitons beaucoup vraiment pour le travail qu'il est en train de faire jour et nuit. Il ne dort pas pour la République démocratique du Congo. Et nous voyons quand même les outils, le plan infrastructure. Il y a un changement sur le plan santé. Il y a aussi un changement sur le plan éducation. Il y a un changement. Oui, je dirais que en étant congolais, je dois toujours donner des idées positives par rapport à notre pays. Oui, les choses s'améliorent petit à petit, mais cela ne veut pas dire qu'à un coup de bâton magique, tout va changer. Vous venez là, il y avait des gens qui mouraient, je ne sais pas moi, à l'est de la RDC, à l'est du pays. Vous venez directement, tout change. C'est un processus. C'est un processus qui viendra avec le temps. Au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, ça viendra avec le temps. Tango na biso bolingo ezalaki banda ba mikolo tokuta bato ya baseri na biso na obalandi biso sim mais oyo baza mikolo oyo bolingo ezati mingi na bakonzi ya mboka ba oyo toza na misala bafutamaka te bao bazofutama il futi ya malonge ezate bakopesa salaire oyo ezokoka meme ata o supporter charge ozanga oteti fin du mois te mbongo ezali mais ezande motema mabe fona nini parce que tozangi bo. En sport, football, les Badiangouina Badianseka du tout-puissant Mazembe ont été tenus en échec par les Soudanais de Al Hilal cet après-midi à Lubumbashi. 0 but partout. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la première journée phase des poules de la Ligue 2 Champions. On en vient à la rétro de ce téléjournal. La semaine a été marquée par cette affaire de doublons des candidatures à la députation provinciale. Les partis politiques et les regroupements politiques concernés ont 10 jours pour se conformer à la loi. Le compromis a été trouvé le lundi à l'issue de la journée d'échange d'informations entre la CENI, le délégué de la majorité et de l'opposition. Retour sur cette actualité avec Richard Chako Kanyengele et bienvenue Magambo. L'affaire a été largement médiatisée et commentée dans tous les sens. Il s'agit de plus de 700 doublons décelés lors du traitement des candidatures à la députation provinciale.
La journée d'échange d'informations à ce sujet, organisée par les CENI, a l'intention des délégués de la majorité de l'opposition, tout en reconnaissant ce fait, est parvenue à cette conclusion, conformément à l'alinéa 5 de l'article 21 de la loi électorale. Les doublons tels que présentés par la CENI ont été confirmés. Il y a sur 24 000 candidats aux élections provinciales, il y a autour de 700 doublons, c'est-à-dire à peu près 3% des candidatures qui posent problème. Vous trouvez un candidat sur un parti politique X et il est encore candidat sur un parti politique Y. Mais cette question de doublons est réglée directement par l'article 21 à son dernier alinéa de la loi électorale. Tout est réglé là-bas. C'est-à-dire en cas de non-conformité à la loi, en cas donc de doublons, qu'est-ce que la CENI doit faire? La loi prévoit que la CENI retourne cette liste contestée aux candidats ou aux mandataires ou aux partis politiques et pour trouver une solution en dehors du jour. Nous avons insisté auprès de la CENI que ce qui nous préoccupe comme opposition, c'est la question liée à la gouvernance générale du processus électoral. Vous aurez remarqué que le délai qui était fixé par la CENI pour publier les listes provisoires a enclenché ensuite le contentieux de listes pour avoir les listes définitives et sécuriser le chemin qui doit nous mener aux élections en octobre et empêcher ainsi le glissement n'a pas été observé. Rappelons que les anomalies constatées appellent en principe à des sanctions allant jusqu'au retrait pur et simple des listes concernées. Pendant ce temps, la nouvelle société civile congolaise, en partenariat avec l'ASBEL Pax Info, avait lancé les mercredis les projets Action citoyenne de proximité pour les élections démocratiques dans les provinces du Congo central, Bandundu et Kinshasa, avec les financements de l'Union européenne. Ces projets visent à impliquer la population au processus électoral en République démocratique du Congo. On fait les points avec Richard Chako Kaningele. Ce projet d'éducation civique lancé par la nouvelle société civile congolaise en partenariat avec l'ASBEL Pax Info vise à contribuer à la promotion, à l'appropriation et à la pérennisation de bonnes pratiques et cultures électorales durables au sein des communautés locales des provinces du Congo central, Bandundu et Kinshasa. Pour y parvenir, 150 organisations locales de base vont renforcer leurs capacités de manière interactive entre elles et la population locale. Pour Jonas Tchombela, coordonnateur national de la NSCC, le processus électoral requiert une vigilance accrue des organisations de la société civile, des autres parties prenantes et une information indépendante produite par des médias non partisans en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de veiller et d'éveil de conscience. Le représentant de l'Union européenne dont l'organisme finance le projet, Hubert Petit, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la nouvelle société civile congolaise et Pax Info pour le travail qu'ils abattent dans l'éducation civique de la population. Avant de procéder au lancement officiel de ce projet, le vice-président de la CENI, André Pungwe, a indiqué que la CENI va doter la NSCC et Pax Info des supports pour la sensibilisation. Pour une durée de 3 ans, le projet est financé par la Commission européenne à la hauteur de 249 000 euros, soit 90,36% du montant total des coûts éligibles de l'action estimé à 275 550 euros. Pour lier l'utile à l'agréable, le groupe Toumao a tenu l'assistance en haleine avec une scénette relative à comment voter et pour qui voter. Et toujours dans la semaine, la maquette du premier satellite congolais a été présentée à la presse par les vice-premiers ministres et ministres en charge des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information. Thomas Louaka a démontré la nécessité pour la RDC de disposer de son propre satellite, de fait de sa position de leader en Afrique dans les domaines des télécommunications. On en parle dans ce reportage qu'avait réalisé Martin Kaïbé. Deuxièmement, la RDC doit devenir un pays leader dans le domaine de télécommunications, ce qui justifie la présentation de la maquette du premier satellite congolais en collaboration avec une firme chinoise, Great World Industries. Aujourd'hui, je vous ai fait venir pour vous présenter la maquette du premier satellite congolais.
parce que la RDC a l'ambition de lancer son premier satellite de télécommunications. Thomas Louaka, le Saint-Jola, vice-premier ministre, ministre en charge de PT Antique, a aussi fait remarquer qu'avec la fibre optique, la RDC deviendra la plaque tournante pour l'Afrique. Et le satellite viendra boucher les trous noirs sur toute l'étendue du territoire national. La RDC a l'ambition de se développer et de devenir un leader dans les domaines des télécommunications en Afrique. Nous avons deux moyens pour pouvoir accélérer notre développement dans les domaines des télécommunications. Les premiers moyens, pour ceux qui nous ont suivis dernièrement, on a fait l'exposé sur les réseaux de fibre optique. L'ambition que nous avons de déployer la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national, mais il y a une solution complémentaire à cet déploiement de la fibre optique, c'est la solution satellitaire. Parce que l'avantage avec le satellite, c'est que où que vous vous trouvez, que ce soit dans les fins fonds de Boulungu, ou bien à Chimbulu, ou bien dans l'Équateur, satellite va partout parce que c'est au-dessus. Avec l'installation du satellite congolais, la RDC deviendra le 3e pays africain qui a son propre satellite, cela après l'Égypte et le Nigeria. Dans les domaines des infrastructures, les chefs de l'État avaient inauguré le 25 juin la nouvelle aérogare modulaire et la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport d'Ndjili de Joyaux, dont les travaux ont été exécutés par les entreprises Alpha Airport et Sino Hydro pour un coût de 79 500 000 $ financés par la BAD et la RVA. Je vous propose de suivre les fiches techniques de ces deux bâtisses avec Jacques-Olivier Moulouba et Kadine Zinga. Inaugurée le 25 juin par le chef de l'État, l'aérogare modulaire a été construite dans le cadre de la modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. D'une capacité de 10 000 m² et d'1 million de passagers, le nouveau terminal offre tous les outils nécessaires pour le traitement des passagers et bagages dans des conditions de confort au travers d'une isolation acoustique et thermique permanente, des systèmes de climatisation redondants et de traitement d'air neuf. Les passagers disposent de 2 espaces snack-bar en zone publique et embarquement, ainsi que d'un salon VIP entièrement équipé et dédié aux passagers à haute valeur ajoutée. Le terminal dispose également de 17 points d'enregistrement au départ et de 2 carrousels de livraison bagages conformes aux standards OACI à l'arrivée et permettant le traitement des 2 A330 et 1 A320 en simultané dans des conditions de qualité de service type C. L'aérogare est doté d'équipements techniques de dernière génération, machines d'inspection automatique, système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès informatisé, système banalisé de gestion des passagers et bagages, système de diffusion et d'affichage de vol, système de détection automatique d'incendie. Ce nouveau terminal se positionne comme un outil performant à la hauteur de ses concurrents régionaux et internationaux. Quant aux ouvrages des projets prioritaires de sécurité aérienne, d'abord la tour de contrôle. À hauteur de 32 mètres, elle servira à assurer le contrôle des avions dans l'espace aérien au voisinage de l'aéroport. Le bloc technique, quant à lui, dispose des organes suivants. Le centre de contrôle régional pour contrôler les avions dans tout l'espace aérien de la RDC, le simulateur, l'approche, le centre d'information de vol, les bureaux pistes et les bureaux techniques. Par contre, la nouvelle centrale électrique est équipée de 4 groupes électrogènes de secours, 2 onduleurs et un régulateur automatique de tension. Elle servira à assurer une alimentation électrique fiable, sans interruption, aux infrastructures aéroportuaires et aux aides à la navigation. Enfin, la nouvelle caserne anti-incendie sert à assurer la sécurité anti-incendie des avions et du site aéroportuaire. Toutes ces réalisations offrent une nouvelle image moderne de la principale porte d'entrée et de sortie de la RDC. En éducation, les finalistes du secondaire ont présenté dans la quiétude les épreuves des examens d'État pendant 4 jours sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Ils attendent sereinement les résultats qui les aideront à poursuivre un autre cursus académique. Gladys Managa et Chims Kapangala.
L'examen d'État édition 2014-2015 appartient désormais à l'histoire. Les élèves finalistes ont clôturé jeudi l'ensemble des matières prévues à cette épreuve. Ils peuvent désormais souffler et attendre les résultats avant d'affronter l'université. Concernant ce dernier jour réservé aux langues, quelques élèves approchés par votre chaîne estiment avoir passé un examen abordable. Ils sont optimistes concernant le résultat final. Le premier jour, ça a été un peu stressant de remplir le code. Le deuxième jour, tellement que c'était le cours d'option, la biologie c'était passable. Juste la chimie qui était un peu difficile et compliquée, mais ça a été abordable. J'attends une réussite toute faite parce que j'ai bossé, j'ai donné le tout de moi et j'attends juste la réussite. Les 4 jours, ça s'est très bien passé, ça a été facile, sauf le troisième jour, c'était la science. Les questions étaient vraiment un peu difficiles, mais Dieu a fait grâce, nous avons pu bien travailler avec les autres. La plupart c'était vu, d'autres non, donc il fallait qu'on se débrouille un peu pour trouver les autres réponses. Ça va aller, on a bossé trop dur pour ça, il y aura des bons résultats. Impossible de parler de la réussite des élèves sans évoquer leurs enseignants, surtout s'ils se sont impliqués dans la simulation de la matière par les élèves. Un des enseignants explique. Nous avons eu à faire un encadrement à tous les niveaux, l'encadrement spirituel, l'encadrement physique, l'encadrement intellectuel. En tout cas, il y a eu une bonne sensibilisation tout d'abord. Nous avons appris à nos élèves à savoir se prendre en charge et nous leur avons montré les bienfaits des études. Tout s'est terminé par un culte d'action de grâce envers le Seigneur Jésus. Pour finir cette page rétro, retenez que l'humanité a célébré le vendredi 26 juin 2015 la journée internationale de soutien aux victimes de la torture à Kinshasa. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouvernement central ont réuni les acteurs étatiques et non étatiques pour réfléchir et sensibiliser l'opinion sur la problématique de la torture. Patrick Mpezo, Ben Mondo ont signé ce reportage. C'est en décembre 1997 que l'Assemblée générale de l'ONU a institué la journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. La torture, une pratique qui dégrade et bafoue les droits humains, tel que démontré par ce groupe de comédiens. Vous êtes quand même chez moi, hein? C'est quoi? Où est Thomas? Où est Thomas? Thomas? Ton mari? Les aveux arrachés aux prévenus ou aux détenus par la torture ne peuvent être valables dans une procédure judiciaire. On te tient. Thomas, mon Thomas. On te tient. À 2. Et 169 alinéa 6 du Code pénal militaire condamne tout acte de torture qui est inhumain et dégradant. Dans cette cérémonie, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a lu à l'intention de l'assistance le message de Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies a renouvelé la détermination de l'organisation à dénoncer la torture et défendre les droits de l'homme partout le monde. La journée internationale de soutien aux victimes de la torture est aussi l'occasion pour les acteurs étatiques et non étatiques de faire un bilan de la situation dans leur pays et de réfléchir aux actions à mener afin d'éliminer les pratiques de la torture. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Retenez pour l'essentiel que l'Ordre des médecins a un nouveau comité directeur. Il sera dorénavant dirigé par le docteur Ntsadim Founé. Il a été élu au terme du congrès des médecins tenu à Kinshasa. Le nouveau président premier